Bonjour Christelle, Bonjour Tom. tout droit venu du Donbass via Internet, Eh oui. on est en direct avec toi depuis Donetsk, Mhm. et donc on va être donc au 8e SITREP. Nous sommes le 1er octobre 2016, et les choses recommencent à devenir tendues. Ouais, ouais, ouais. Au point même que je rappelle que Monsieur Zakharchenko avait quand même prévenu qu'il fallait pas que Kiev pousse trop grand-mère dans les orties parce que Voilà. ça risquait de devenir explosif. Mm. Voilà. Bon, bah ça c'était la petite parenthèse, mais je vais te laisser faire le compte rendu, le site web. Ouais, ouais. Donc effectivement, là, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 863 fois le cessez-le-feu. Donc là, on a doublé hein, par rapport à la semaine dernière, dont 378 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, soit 43% des bombardements. Là aussi, la proportion est en augmentation par rapport à la semaine dernière. Mhm. Contrairement effectivement à la semaine passée, cette fois-ci on a eu des victimes. Ces bombardements ont fait 2 morts, 2 soldats, et 3 blessés, dont un civil. Voilà. D'accord. Ouais, donc Voilà. ça Euh, recommence. Ça recommence, et ce alors qu'un désengagement des forces en 3 points du front doit commencer aujourd'hui. L'armée ukrainienne a tiré lourdement la nuit dernière, entre autres sur la zone de Yassinovataya, avec de l'artillerie de 122 mm à 14 reprises, des mortiers de 82 et 120 mm, des BMP et des lance-grenades. Alors, D'ailleurs, le bataillon Somalie a été envoyé là-bas afin de stabiliser la situation. Christelle, il faut préciser ce que c'est qu'un BMP, parce que tout le monde ne le sait Euh, pas. BMP, donc véhicule légèrement blindé, C'est un blindé de transport blindé de transport avec avec un canon, je crois, un c'est ça, hein? canon, ouais, avec un canon. Donc ils utilisent assez fréquemment hein, ça. C'est D'accord. Voilà. Bon, je te laisse continuer. Donc le bataillon Somalie est envoyé là-bas pour renforcer l'unité qui était sur place. Et à Petrovski, le retrait qui devait commencer aujourd'hui, donc ce fameux désengagement, n'a pas eu lieu. Voilà, l'armée ukrainienne n'a pas joué le jeu et n'a pas retiré ses troupes ce matin comme elle aurait dû le faire. Comme c'est étonnant. Voilà, comme c'est bizarre, hein. Oh bah bon sang, on aurait pu croire le contraire, hein. Voilà, voilà, voilà. Et puis donc par exemple hier nous étions à Zaïtseva avec 2 collègues et d'autres journalistes. Et nous avons pu constater qu'effectivement l'armée ukrainienne tire même en pleine journée. Donc nous étions sur position et il y a eu un tir qui est tombé pas très très loin de la tranchée où on était. Donc on s'est fait une petite frayeur quand même. Et en discutant avec les soldats, on a appris que malgré le soi-disant cessez-le-feu, le jeu, on va dire, préféré des soldats de l'armée ukrainienne à Zaïtseva, c'est de s'amuser à tirer sur les civils qui reviennent de leur course. Même pas pour les toucher en plus, hein, ils tirent juste au-dessus, donc juste au-dessus d'eux, histoire de bien leur faire peur, quoi. Voilà, c'est le dernier jeu à la mode. D'accord. On a, on C'est très... a, on est passé sous le quotient intellectuel du crustacé là, à ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est vraiment méchant pour les crustacés. Là, je pense qu'on est au stade Aussi, oui. de l'amibe, là, hein. Là, enfin, De l'éponge. faut vraiment être dérangé hein, pour jouer à ce genre de jeu. Ouais. Trouver ça fun, là, je crois que ça en dit long quand même sur la mentalité de l'armée ukrainienne, hein. Ou la quantité d'alcool absorbée Là, c'est plutôt la quotidiennement. mentalité, puisqu'à Zaïtseva, ce sont principalement des bataillons spéciaux qui sont en face. Ah, tu veux dire néo-nazi. C'est du Pravi Sector, ouais, ouais, c'est du Pravi Sector, C'est les bras tendus chroniques. c'est les bras tendus, ouais, c'est les gars avec des crampes au bras droit. Voilà. D'accord. On comprend mieux, oui, effectivement. Voilà, ça en dit long quand même sur la mentalité de ces mecs-là que certaines personnes essayent de décrire comme étant de simples nationalistes ou patriotes, le cul sur la commode. On n'en dira pas plus. Voilà. D'ailleurs, dans la même veine, l'armée ukrainienne a amené de nouveaux obusiers, canons automoteurs, chars d'assaut et mortiers sur la ligne de front.
ainsi que 300 tonnes de munitions, dont des bombes incendiaires et des bombes au phosphore. Donc, bon, on se doute bien que c'est pas pour faire un barbecue. Oui, oui, oui. Voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas de bombe atomique, hein. Hein, heureusement. Parce Sinon, que je pense que ça ferait partie du lot aussi, hein. Oui, oui, bah d'ailleurs Yulia Tymoshenko avait au téléphone, dans une conversation qui avait fuité, clairement énoncé que elle aurait bien aimé raser la zone à coups de bombe atomique. Hein. Oui, je me rappelle de ça, effectivement, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Et ces gens-là sont des politiciens qui veulent gouverner l'Ukraine. Je dis ça, je dis rien. Oui. Le président ukrainien qui d'ailleurs a mis son veto à une loi qui aurait permis aux soldats sous contrat de briser ce dernier. Donc ça indique clairement que l'état-major ukrainien craint des désertions en masse qui le priveraient de moyens pour tenir le front du Donbass. Ça, c'est clair que là ils font vraiment tout pour essayer de maintenir les gens dans l'armée le plus longtemps possible. Ça en devient vraiment ridicule, quoi. Ouais. Meilleur moyen pour que les gens ne reviennent pas, mais oui, jamais. c'est ça, quoi. Jamais, hein. Une fois libéré, jamais revenir, non. Ça c'est clair, hein. Là. Donc d'ailleurs, donc si on regarde un petit peu tout ce qui est situation politique, accord de Minsk, donc ici, le processus des primaires se poursuit. Donc les candidats maintenant doivent respecter 24 heures de silence juste avant le vote qui aura lieu demain. Donc ils ont eu droit à presque 2 semaines de campagne assez intensive. Donc le vote aura lieu demain dans les 2 républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, sous la supervision de 1065 observateurs, dont 22 observateurs internationaux rien que pour la République populaire de Donetsk. Des observateurs qui viennent de France, d'Italie, d'Allemagne, de Finlande et d'Ossétie du Sud. On a droit à la visite du président du Parlement d'Ossétie du Sud, entre autres. En tout, c'est 23 médias et 147 journalistes qui ont reçu une accréditation afin de couvrir le vote de demain. D'accord. Donc ça fait du monde. Il y aura du monde dans les médias. Oui. D'ailleurs, profitant de la venue du président du Parlement ossète, Denis Pouchiline a discuté avec lui de la future signature d'un accord de coopération dans les domaines culturels et sportifs entre la République populaire de Donetsk et l'Ossétie du Sud, ainsi que du développement de la coopération interparlementaire entre les 2 républiques. Donc là, on a le lancement de cet accord de coopération qui avait été annoncé lors de cette table ronde qui avait eu lieu à Lugansk il y a un mois et demi. Oui, tu nous en avais parlé, effectivement. Ah ouais. Donc là, ils commencent à mettre tout ça en place. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce sont 2 républiques qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale et qui donc là vont pouvoir renforcer leurs liens qui sont déjà très très forts de par leur situation commune. Tout à fait. Et une histoire aussi, on va dire presque commune aussi, puisque l'Ossétie du Sud avait aussi été agressée par la Géorgie, comme le Donbass a été agressé par l'Ukraine. Donc sauf que l'Ossétie avait bénéficié d'une fulgurante intervention russe, militaire russe, qui avait stoppé le massacre. Oui, et puis oblitéré l'armée géorgienne pour quelques décennies. Voilà, donc la chance qu'avaient les Ossètes, c'est qu'ils avaient une mission de maintien de la paix russe qui avait été validée par l'ONU, ce que nous n'avons pas ici. Donc c'est clair que ça a changé la donne pour eux, mais voilà, on partage beaucoup de choses avec l'Ossétie du Sud en termes de volonté d'indépendance, en termes de liens effectivement culturels, historiques, et donc ça commence à se mettre en place sur un plan, on va dire, un petit peu plus officiel pour montrer l'attachement entre les 2 républiques. C'est très bien, c'est très bien. Ouais. Concernant les accords de Minsk, un récent sondage parmi les députés de la Rada a indiqué que seulement 15% soutiennent le statut spécial pour le Donbass et 11% la loi d'amnistie. Bon, autant dire que les accords de Minsk ne seront donc jamais appliqués. Oui. Je pense que... le sondage a-t-il été fait anonymement ou publiquement? Parce que ça peut peut-être changer la donne, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça avait l'air d'être un sondage fait par un organisme officiel, donc je pense que c'est anonyme. Ouais. Oui, parce que les 11 et 15% n'ont peut-être pas osé dire ça publiquement. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Y avait une vidéo là qui a circulé il n'y a pas très longtemps, faite par Anatoly Chahari, qui montre des
des conseillers municipaux qui ont été forcés de changer leur vote pour attribuer 2 terrains à l'église orthodoxe ukrainienne. Les conseillers communaux en avaient voté un, et puis l'église en a exigé un deuxième, et puis là ils ont dit non mais là faut peut-être pas exagérer. Et là, les nationalistes ukrainiens ont débaroulé en exigeant que les gens qui avaient voté contre lèvent la main. Enfin, tu vois le truc, quoi. C'est sous menace, bien entendu. Voilà. Et puis après, ils ont changé leur vote. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des élus libres dans une démocratie. Bon, la même définition de la démocratie, hein, eux et moi. Oui. Bref. Bah oui. Sur le plan économique, une petite info intéressante que j'ai vu tomber hier. Les représentants de l'Union européenne en Ukraine qui étaient présents à la veille de la visite à Kiev de Cecilia Malmström, donc commissaire européen au commerce, ont déclaré que l'Union européenne n'a pas l'intention de fournir à Kiev le prêt précédemment promis par le FMI de 600 millions d'euros. Voilà. Hein, donc ce dont on avait discuté la dernière fois avec ce fameux prêt du FMI. Si les USA ont confirmé leur 1 milliard d'aide à l'Ukraine, l'Union européenne n'a pas l'air d'être très très d'accord de verser 600 millions à perte. Oui. Ah, voilà. Ah oui, donc là, les Européens ont l'air de montrer un petit peu à Washington que s'ils ont réussi à faire plier le FMI, ça n'a pas l'air de marcher avec eux. Et dans la même veine, hors secteur économique, en Allemagne, les anciens combattants de l'opération antiterroriste, hein, comme Kiev s'appelle la guerre dans le Donbass, sont littéralement boycottés par les journalistes et même la diaspora ukrainienne. Personne ne veut venir écouter leurs conférences sur l'invasion russe dans le Donbass. Je te rappelle pourquoi. C'est-à-dire qu'en Allemagne, peut-être contrairement à ce qui se passe en France, les médias ont un petit peu plus d'indépendance. Et il se pourrait bien que les Ukrainiens s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays d'origine d'une manière un petit peu plus équilibrée, hein, et que par conséquent ça pourrait expliquer Alors au niveau des médias allemands, ils ont rien à envier aux Français. Hein. Moi, j'ai déjà attrapé par 2 fois les médias allemands, les 2 mains dans le pot de confiture. Ils avaient bidouillé carrément un reportage sur la pseudo-invasion russe en Ukraine, en recrutant un chômeur de Kaliningrad. Ah oui, exact. Venir jouer les pseudo-soldats. Bon, hein, c'était la chaîne ZDF. Donc ZDF. Donc ils sont pas beaucoup mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Allemands qui croient plus en fait tellement à leurs médias, et donc je crois que là c'est peut-être ça, oui, effectivement, c'est peut-être ça qui a fait la différence. C'est ça, quoi. Mais donc bon, voilà, il semble qu'en Europe on commence à dire un peu merde à Washington. Oui, sur pas mal de plans, j'ai l'impression. Sur pas mal de plans, il y a eu donc ce truc-là. Il y a eu le fait aussi des amendes qui ont été, fiscales qui ont été mises les pénalités fiscales qui ont été imposées à Apple. Maintenant, semble-t-il, à McDonald's. Oui. Et il semblerait que l'Union européenne a dans le collimateur plusieurs grosses banques internationales américaines. Je crois que voilà, si en France on a toujours des gouvernants serviles envers Washington, il semble que dans le reste de l'Union européenne, il y a des petits mouvements un petit peu, contraires. Ça joue gros quand même, parce que on a constaté ces derniers jours que la Deutsche Bank subissait de sévères revers boursiers. Et il se pourrait bien que Wall Street, de concert avec Washington, ait décidé de tirer violemment le tapis sous les pieds de la Deutsche Bank pour déclencher une crise financière en Europe qui permettrait de cacher en fait la dévastation totale de l'économie financière américaine. Hein, donc ça c'est clair, ils veulent faire tomber l'Europe avant eux, histoire qu'on puisse pas leur dire que c'est leur faute, alors que c'est leur faute. Exactement, c'est ça, absolument. Totalement. Donc société, on va dire en Ukraine, à Poltava, une foule en colère, mécontente des nouveaux tarifs des charges locatives, a fait irruption dans la mairie et a presque lynché le maire. Et il y a des rumeurs indiquant qu'il y aurait eu un incident similaire dans une autre ville.
c'est encore en cours de vérification. Et à Zaporozhye, ce sont les employés d'une holding agricole qui ont demandé de rétablir les liens économiques et commerciaux avec la Russie. Puisque là, ils sont tous en train de se retrouver avec leurs marchandises qu'ils ne peuvent pas vendre, puisque l'Ukraine a atteint ses quotas avec l'Union européenne et a perdu toutes ses parts de marché en Russie. Donc, fatalement. Quand tu n'arrives plus à vendre tes produits ou que ce soit, t'es bon pour mourir de faim, quoi. Hein. Exactement. On a le même problème en France avec les agriculteurs. Avec les sanctions anti-russes qui ont entraîné des contre-sanctions dont les agriculteurs français payent le prix le plus lourd. Hein. Le prix fort, oui, absolument. Si on vient maintenant sur le gros événement de la semaine qui a été la publication du rapport du comité d'enquête international sur le crash du MH17. Alors, ce rapport nous a quand même offert un grand moment de délire collectif. Parce que bon, les conclusions du rapport, elles ont quand même de quoi laisser pantois à n'importe quel scientifique ou enquêteur digne de ce nom quand même, hein. Puisque bon, ces dernières sont principalement basées sur des photos et vidéos issues d'internet, autant dire des torchons de Bellingcat, hein. Donc les experts de canapé, hein, pour ceux qui savent pas qui c'est. Donc c'est un mec qui est un pseudo-expert qui enquête sur des trucs depuis son canapé dans son salon. Voilà, bon, le mec il a aucune compétence scientifique, enfin rien du tout, voilà. Donc, ils sont basés là-dessus. Bon, déjà ça laisse pantois. Et sur des conversations audio entre rebelles prétendument interceptées par le SBU. Donc il faut savoir que l'Ukraine, qui est quand même un des deux principaux suspects dans cette affaire, a été très très proche, enfin il a même participé activement à l'enquête. Hein, donc déjà ça devrait tirer la sonnette d'alarme de n'importe qui, on va dire de sensé ayant deux onces de jugeote. Hein. Bon, moi j'ai jamais vu dans une enquête criminelle où un policier était soupçonné que le policier menait l'enquête. Oui. Hein, bon, ça me semble un peu logique, soit dit en passant. Donc, puisque ça arrange Washington, nous ne sommes pas à une contradiction près, hein. Oui. Bon, là, entre le fait que les falsifications des photos et vidéos de Bellingcat avaient été pourtant démontées, bon, ça n'a pas eu l'air de choquer plus que ça le comité d'enquête, ni le fait de se baser principalement sur des preuves faciles à fabriquer, parce qu'un enregistrement audio, moi aussi avec ma machine, je t'en fais un, et puis je dis que j'ai intercepté une conversation entre deux soldats ukrainiens, des enregistrements fournis par un des suspects potentiels. Donc, c'est n'importe quoi. Et par contre, les vraies données scientifiques dignes de ce nom, comme le test grandeur nature d'Almazantey, donc le fabricant des fameux missiles Buk qui sont incriminés, ou les données primaires des radars russes, bon, on n'a même pas tenu compte, hein, ça collait pas avec la narration débile du c'est un Buk russe qui a franchi la frontière, a tiré puis est reparti dans l'autre sens. Bon, si c'était le cas, je pense que les États-Unis se seraient pas gênés pour publier les photos satellites prouvant ce fait, en sachant qu'ils ont des satellites qui passent au-dessus de la zone très régulièrement. Et un Buk, c'est pas une Twingo, ça se cache pas dans un garage. Oui. C'est quand même constitué de plusieurs camions, dont un qui porte quand même un radar. Bah, c'est un système, hein, bien sûr. C'est un système complexe, donc c'est du grand n'importe quoi, un machin comme ça qui aurait franchi la frontière, mais... Puis d'ailleurs, tu es obligé de le voir, puisque tu peux pas le mettre dans un garage, sinon tes missiles, ils traversent le plafond, ils t'explosent à la figure. Voilà. Tu peux pas le mettre sous les arbres non plus pour les mêmes raisons. Enfin, donc c'est depuis le ciel, sauf s'il y a des nuages, bien évidemment, c'est le genre de choses que tu es obligé de voir par satellite. Hein. Oui, de toute façon. Et puis, si ça avait été un Buk russe, les Buk ukrainiens qui se trouvaient dans la zone, parce qu'il y en avait, contrairement à ce que l'Ukraine affirme, leurs données radar auraient dû détecter le Buk russe. Oui. Puisque quand ce machin se met en marche, son radar s'active et émet un signal que les autres Buk aux alentours peuvent percevoir. Donc... voilà, donc on accuse de nouveau la Russie, histoire de continuer à maintenir les sanctions, et puis la russophobie ambiante. Moi vraiment, enfin là, quand j'ai vu le résultat de ce rapport, vraiment je me suis demandé comment les gars qui ont pondu ce torchon font pour se regarder le matin dans le miroir sans avoir honte, parce que... Mais c'est surtout quel intérêt aurait trouvé les Russes. C'est surtout ignoble parce que avec ce rapport qui est tellement loin de la vérité que je pense que tu prendrais le conte de Blanche-Neige et les 7 nains, tu serais plus près de la réalité que ce machin-là.
on dénie aux familles des 298 victimes de ce crash de pouvoir obtenir justice, de voir les responsables condamnés. Ça c'est clair que avec un rapport pareil, là on est en train de couvrir des criminels. C'est ça qui est en train de se passer. On est en train de couvrir les assassins de près de 300 personnes. Et les gens qui ont pondu ce rapport, ça n'a pas l'air de les empêcher de dormir. Hein. Moi, j'aurais voulu qu'ils m'expliquent comment ils font, ces gens-là. Je pense que tous les acteurs de cette mascarade devraient quand même se méfier des familles des 298 victimes. Parce que parmi eux, il se peut bien qu'il y ait des gens un petit peu compétents dans certains domaines, technologiques ou scientifiques, et ça pourrait devenir extrêmement contre-productif, ce genre de mascarade-là. Parce que accuser la Russie d'être à l'origine, ou les terroristes du Donbass, d'être à l'origine de tout ça, il n'empêche pas que... dans une enquête de police, la première chose sur laquelle on étudie le sujet, c'est le motif. Le motif, la raison. La raison. La Russie n'a aucune raison d'abattre un avion civil au-dessus du Donbass. C'est clair. À moins de se mettre une balle dans le pied, ça n'a aucun sens. Par contre, ça a tout à fait du sens pour les Ukrainiens ou comme Washington, qui voudraient déclencher un casus belli. C'est ça. Ça, c'en est un, oui. Donc voilà, donc les coupables vont pouvoir continuer à courir. Hein, c'est bien, bravo. On est en train de réinventer la justice en Europe. Moi, je trouve ça magnifique quand même. Et après, il y a des gens qui me demandent pourquoi je préfère vivre ici. Les enfants. Eh ouais. Alors, nos petits moments pendant ce temps-là à Kiev. J'en ai deux de nouveau aujourd'hui. Ils nous gâtent, les Ukrainiens, ils nous gâtent. Ils nous gâtent en fait avec l'aide aussi du président israélien, qui avait été invité à Kiev, qui a parlé devant la Rada. Une Rada remplie de néo-nazis. Forcément. Il y en a quand même une bonne dose dedans. Et donc, il a parlé devant la Rada en condamnant les crimes des combattants de l'OUN-UPA, donc les combattants de ces, on va dire, mouvements nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le président israélien les a fermement condamné en fait les crimes de ces nationalistes impliqués dans les pogroms contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement le massacre de Babi Yar. Oui, cette fosse qui se trouve à côté de Kiev, où je crois plus d'une trentaine de milliers de Juifs ont été assassinés par balle, et jusqu'à 90 000 personnes ont été assassinées. Et effectivement, il y a un bataillon ukrainien qui a participé à cette horreur-là, tout à fait. Ouais. Donc, bien entendu, tous les nazis de l'Assemblée sont restés assis en silence et ont laissé l'offense glisser sur eux, parce que bon, c'est quand même le président israélien. Oui. Pas trop lui dire grand-chose. La semaine dernière, j'avais parlé d'un député Parasyuk qui avait boxé un de ses confrères avec qui il n'était pas d'accord. Bon, il n'a pas frappé le président israélien à la tête, il n'a même pas tenté de faire une égratignure sur sa voiture. Béreza ne lui a pas jeté de bouteille d'eau et personne ne s'est mis à chanter en ukrainien face à lui. Bon, bien sûr, après, ils se sont indignés sur leur petit blog nazi, mais seulement après. Pendant le discours, ils sont tous restés bien silencieux. Ils n'ont pas accusé d'avoir volé des biscottes non plus. Non. Et d'ailleurs, comme l'a sournoisement remarqué Vladimir Bogoun, le président israélien n'a même pas été poursuivi pour avoir violé la loi, puisque tu as une loi en Ukraine sur le statut légal honorant les combattants pour l'indépendance de l'Ukraine au XXe siècle. C'est véridique. Ça veut dire que même moi en France, si je me mets à déblatérer sur ces guignols, je risque fort d'avoir des ennuis de la justice ukrainienne. En France, non, mais en Ukraine, mais même si tu es étranger, parce que le paragraphe, donc il y a le paragraphe 1 de l'article 6 de cette loi, qui précise que les citoyens ukrainiens, les étrangers et les apatrides qui expriment publiquement du mépris envers les personnes mentionnées dans l'article 1 de cette loi, empêchant ainsi la réalisation des droits des combattants pour l'indépendance de l'Ukraine au XXe siècle, sont responsables en vertu de la loi. Donc en Ukraine, même si t'es français, si tu dis de mal de Bandera, tu peux finir en tôle.
C'est Voilà. charmant comme pays, Hein, vraiment. Hein, ça donne envie, hein, t'as envie d'aller y passer tes vacances en Ah Ukraine. bah mais tout de suite même. Voilà. Donc bon, rien de tel, bien entendu, n'est arrivé au président israélien. Ça aurait été très mal vu auprès du marionnettiste américain. Oui, je pense qu'il y aurait eu des problèmes à ce niveau-là, ouais. Ouais, Voilà, hein, un petit incident diplomatique, hein, légèrement. voilà. Voilà. Donc selon qui on a le droit d'ouvrir sa gueule ou pas en Ukraine. C'est à peu près ça. Magnifique. Voilà. À Kiev toujours, la plateforme de la station de métro Héros du Dniepr s'est brisée en deux. Donc là, on a actuellement une fissure de plus de 10 mètres de long. Oui. Pas dégueulasse. Et pendant la semaine écoulée, le plafond de la station s'est partiellement effondré à 2 reprises. Voilà. Donc il semble qu'il y ait des travaux pour construire un nouveau magasin au-dessus. Bon, hein, c'est quand même un indicateur de la détérioration générale des infrastructures, ainsi que de l'incompétence des autorités de Kiev qui sont incapables de prendre la moindre mesure pour enrayer la catastrophe. Oui. Résultat, la plupart des passagers préfèrent marcher jusqu'à une autre station proche et prendre le métro là-bas. Ah bah ça, on peut les comprendre, oui. T'as pas envie de te prendre le ciel sur la tête. Hein. Oui, et rester en vie, vaut mieux faire 300-400 mètres de plus et rester en vie. Hein, voilà, absolument. Prendre un bout de plafond sur la tête. Derrière l'évolution générale de la situation en Ukraine, c'est de pire en pire. Hein, donc, comme on l'avait malheureusement anticipé, le chaos et la ruine s'accroissent sans cesse. Le mécontentement des habitants est aussi en train d'atteindre un point culminant, et plus l'effondrement va s'intensifier, plus la révolte sera radicale. Ouais. D'ailleurs, une partie des élites est déjà prête à mener et à organiser ces manifestations publiques de mécontentement. Et comme le gouvernement est incapable de faire face aux moindres problèmes, comme du plâtre qui s'effrite ou des tuyaux cassés, et que les néo-nazis disent carrément ouvertement qu'ils veulent renverser ce gouvernement d'occupation. C'est véridique, hein, c'est les termes utilisés. Là, je crois qu'on est bel et bien en route pour un Maïdan nazi 3.0. Hein. Non, c'est ubuesque, hein, parce qu'ils ont quand même participé au gouvernement en question. Hein, donc, Bien sûr. Mais là, Poroshenko leur sert de bouc émissaire parfait. Ouais. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est bien parti pour dégénérer en Ukraine. Hein, là. Le problème, c'est que ça risque de dégénérer d'une manière encore pire que ça s'est produit au premier Maïdan. Hein. Voilà. Donc là, il faut s'attendre à ce que ça bouge violemment, parce qu'effectivement, les gens en Ukraine n'en peuvent plus, et les nazis, les gens comme Savchenko jouent là-dessus, surfent là-dessus, sur ce mécontentement, pour essayer de se tailler une place au soleil. Ouais. Dans un pays qui est en train de sombrer économiquement d'une manière quasi définitive. Hein. Oui. Là, ils sont en train de couler à pic. Là, il n'y a plus rien ni personne qui peut les sauver. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, pas même la Russie. Même la Russie n'a pas les moyens de porter à bout de bras l'Ukraine, la sauver d'elle-même. C'est pas possible. Donc là, on va aller inexorablement vers l'effondrement. Les accords de Minsk ne seront jamais appliqués. Il y aura très certainement une reprise des hostilités. De toute façon, toutes les personnes avec lesquelles on discute ici, avec mes collègues, là encore les soldats qu'on a croisés à Zaïtseva, le disent. Ils ne se voient pas revenir en Ukraine. Oui, mais ça veut dire que cette reprise d'activité criminelle de la part de l'armée ukrainienne dans le Donbass va pousser inexorablement le président de la DNR, c'est-à-dire Alexander Zakharchenko, à prendre la décision grave, mais malheureusement quasi inévitable, de lancer une contre-attaque et de tenter cette fois-ci de faire taire définitivement tous ces bataillons de criminels qui passent leur temps à balancer des obus sur la tête des civils, principalement dans le Donbass. Hein. Donc de toute façon, voilà, là c'est clair que pour ceux qui croyaient vraiment qu'un jour les accords de Minsk seraient appliqués et que la DNR et la LNR reviendraient au sein de l'Ukraine, ne rêvez pas. Ça n'arrivera jamais. Comme l'a dit l'un des soldats qu'on a interviewé hier, je peux pas retourner vivre sous le drapeau de ceux qui ont essayé de me tuer. Mais c'est clair. Ouais.
aussi simple que ça. Dans l'inconscient, le drapeau jaune-bleu sera toujours considéré je comme... crois que ça va donner des spasmes vomitifs à peu près tout le monde ici. Oui, oui, oui. Ce sont des couleurs qui risquent de disparaître pendant un bon moment dans le Donbass. Donc ça, je rejoins effectivement, je crois que c'était Evgeny Mouraïev qui avait dit le Donbass est perdu pour plusieurs décennies. Il avait dit, même si un jour on arrive à le récupérer, ça sera pas pour cette génération-ci, ni peut-être même celle d'après. Donc ça, c'est très très clair. Je rappelle que d'ici 15 jours, donc, va venir un groupe d'activistes français pour venir constater par eux-mêmes la situation dans le Donbass. Oui. Donc il y a encore des personnes qui doivent confirmer. Je leur demande de se dépêcher parce que la date approche, donc qu'on ait le temps de tout organiser. Pour tes auditeurs, qu'ils sachent que nous allons faire des rapports photos, vidéos réguliers chaque jour sur Facebook pour montrer voilà ce que le groupe verra de ses propres yeux. Donc les participants eux-mêmes partageront sur les réseaux sociaux leurs aventures ici, ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent par eux-mêmes. Voilà, donc ils pourront le faire par eux-mêmes sans passer par nous, donc les gens pourront voir ce qui motivera probablement les prochains voyages ou les prochaines personnes qui voudront se rendre dans le Donbass pour constater par elles-mêmes ce qu'elles ont pu voir en photo de la part des premiers, c'est ça. Des premiers je dirais, visitants. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Très bien. Merci pour ce site-rep, Christelle. De rien, Tom. Pas très réjouissant, malheureusement. Non. Mais bon, on pouvait s'y attendre. On avait dit qu'avec l'arrivée de l'automne, etc., ça allait commencer à partir en sucette. Et malheureusement, on avait raison. Oui. Et puis demain, les élections. Donc ça pourrait très bien être utilisé par Kiev comme une occasion de semer encore la pagaille en faisant un bombardement massif. Oui, je pense qu'ils ont clairement l'intention de perturber les élections. Donc, on va voir, on va voir. De toute façon, ces élections doivent avoir lieu. Les gens doivent pouvoir décider qui sont leurs représentants locaux, leurs maires, leurs chefs de district, leurs conseillers communaux, etc. C'est comme ça, et que ça plaise ou pas à l'Ukraine. Voilà, ça ne doit pas empêcher la population du Donbass de vivre, même si c'est principalement dans les caves, comme disait cet hurluberlu de président ukrainien, qui souhaitait que les enfants du Donbass vivent dans les caves pendant que les enfants ukrainiens iraient à l'école. C'est ça. Voilà. Même les enfants d'ici qui vivent dans les caves, ils vont quand même à l'école en journée. Donc, ce qui est une défaite rien que pour ça d'ailleurs. Oui, rien que pour ça. Donc ici la vie continue malgré les bombardements. Je sais que il y a beaucoup de gens qui sont assez choqués par ça. Il y a eu des articles même assez qui ont été faits par les prostituées de la presse mainstream sur le contraste entre le centre-ville de Donetsk et les zones de front. Oui. Bon, mais c'est juste que les gens continuent de vivre, tout simplement. Ils refusent de s'arrêter de vivre parce qu'il y a la guerre. Ouais. C'est pas leur mentalité. Et puis même au bout d'un certain temps, les gens en ont ras-le-bol de se cacher. C'est ça. C'est pas tenable. Humainement, personne ne supporte très longtemps de se cacher, de se méfier de ceci. Il y a un moment donné où il y a une accoutumance du pire. Ça s'est toujours vu dans l'histoire, l'accoutumance du pire. Et comme en plus, les gens du Donbass sont des gens qui sont laborieux, donc c'est des gens qui vivent déjà durement. Qui ont eu souvent des métiers très durs, où le climat n'est pas très sympathique l'hiver. Bref, voilà, donc à un moment donné, ils passent outre le danger de recevoir un mortier ou un obus et c'est tout. Et c'est déjà une défaite pour Kiev, ça, parce que l'objectif dans tout ça, c'est quand même de terroriser.
Bien sûr. C'est du terrorisme. Ils ont beau dire, ils prétendent se battre contre des terroristes dans le Donbass, c'est eux qui font du terrorisme. Oui, c'est l'inversion accusatoire totale. Exactement, absolument. Comme d'habitude, avec tout ce qui vient des USA. Ah bah. D'habitude. Un copier-coller. Voilà. Bon, bah, je te dis à la semaine prochaine, et puis voilà, on pourra reparler du résultat des élections et voir l'évolution de la situation, mais je pense que ça va continuer à aller en s'aggravant, malheureusement. Oui. On verra ça, tout ça, la semaine prochaine, effectivement. Je te remercie beaucoup, Christelle. Je te souhaite une bonne semaine malgré tout. Toujours prudence. Hein. Toujours. À samedi prochain. À samedi prochain, ciao. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Ciao.